Quand je te regarde, c'est une souffrance. Pourtant, hier tu disais que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance. Face à ce micro, j'ai l'impression d'être Franklin Roosevelt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode des podcasts de la Horde pour le compte des éditions du Nouvel Attila. Aujourd'hui on va parler du livre Contre Amazon de Jorge Carrión, qui est un romancier, essayiste et critique espagnol qui avait déjà publié au Seuil en 2013 un titre intitulé Librairie. Contre Amazon lui a été publié au Nouvel Attila le 25 septembre 2020 pour faire suite à un manifeste qui avait été publié presque un an auparavant. L'occasion tombe un peu sous le sens, à vrai dire. Cette période de pandémie qui fait ressurgir des problématiques liées à la librairie et à la domination des GAFAM dans l'espace numérique nous donne envie de remettre en perspective l'intérêt de ce texte aujourd'hui. Et c'est également la double page que Libération a réservée à l'ouvrage le 18 novembre 2020 qui nous donne envie d'en parler aujourd'hui. Un article écrit par Claire Devarieux qui nous rappelle les mots de l'auteur dans son introduction. Je cite « Les librairies offrent une expérience unique qui n'a pas d'alternative numérique. » Donc c'est là tout le propos du livre qui tient dans ces quelques mots. C'est un véritable tour du monde des amoureux du livre et de ses défenseurs, dans un élan de voyage constituant un véritable hommage à tous ces libraires passionnés. Alors je vous propose d'écouter Benoît Viraud qui va nous donner quelques clés de compréhension pour entrevoir les raisons de cette publication. Alors je voulais commencer par vous demander de nous raconter comment vous aviez trouvé ce texte. Parce que vous m'avez jamais expliqué dans les détails cette histoire. Et dans le premier épisode, vous parliez de l'avoir déniché dans une librairie anglaise et dans une édition canadienne, c'est ça ? Ouais, c'est lors d'un voyage à Londres avec Théophile Cerciron, un de nos traducteurs et directeurs de collection américaine, qu'on a dégoté la première édition du livre, la première édition papier du livre, et c'est dans une petite librairie de Chelsea. Donc on part à Londres, en fait chaque année on va soit à Londres soit à Francfort, dans l'espoir de trouver des livres étrangers à traduire, voire... dans le fin du fin et le meilleur des cas, de vendre les droits de nos propres auteurs français et francophones. Et après les rendez-vous londoniens, on a arpenté les bas quartiers à la recherche de librairies un peu hors des sentiers battus. Et à Chelsea, on a découvert une librairie d'angle, toute petite, qui nous rappelait la librairie parisienne du regard moderne. Ces librairies, en fait, il y a des piles, des escaliers et à peine l'espace pour un lecteur ou une lectrice entre les deux. Et j'ai vu un petit livre très coquet, et très cher, qui s'appelait Against Amazon, illustré avec un peu des bois gravés ou des culs de lampe, et d'un ami canadien qui s'appelle Biblioasis, et de cet auteur espagnol qu'on connaît fort bien au Nouvel Attila, puisqu'on avait failli à l'époque acheter son livre sur les librairies, qui en fait a été publié au Seuil, ainsi qu'un de ses 3 romans de sa trilogie romanesque sur le futur de l'humanité. Et voilà, le livre coûtait 10 livres, j'ai trouvé qu'en mesure de soutien libraire c'était quand même un peu cher, mais c'est à ce moment-là qu'a circulé l'idée d'en faire une édition française de ce texte espagnol, passé par le Canada jusqu'à Londres. Mais c'était déjà la version intégrale du texte, ou seulement le manifeste ? C'était le manifeste. Ah oui, d'accord. Tout fin, 16 pages. Ok, ouais. Et c'est ce 16 pages-là qui était à 10 livres ? Voilà. Ok. Et donc vous avez d'abord commencé par acheter les droits du manifeste, et après l'auteur a continué... Alors, il avait déjà tout écrit ou il a poursuivi son travail après avoir rédigé le manifeste ? Eh bien, quand on a été voir l'agent allemand de Carrión, l'agent allemand qui a la caractéristique d'être aussi l'agent d'Ilsenrath, il nous a dit j'ai une bonne nouvelle, le texte ne fait plus 32 pages, il en fait 250. Donc là, on est un peu tombé de notre chaise et il nous a expliqué que l'auteur, face au succès et à la demande, avait décidé de regrouper, de rassembler l'ensemble des articles qu'il avait consacrés dans les dernières années au monde des librairies et des bibliothèques. Voilà, donc c'est pas le même coût de traduction, c'est pas le même investissement, mais tout de suite, par fidélité aux instants de la découverte, j'ai voulu maintenir les 2 éditions, celle du manifeste et celle du livre complet. Et d'ailleurs, en parlant de traduction, vous l'aviez lu en version anglaise du coup, pas en espagnol ? Ouais, je l'ai lu d'abord en anglais. Ah oui, et après, vous avez relu la version espagnole après l'avoir achetée ? Absolument pas. Mais le lecteur n'est pas censé le savoir.
Et le traducteur, Michael Gomez-Guthart, vous l'avez rencontré par un biais spécifique ou vous aviez déjà travaillé avec lui, je sais plus. Alors le traducteur, petite anecdote amusante, pour souligner le cosmopolitisme de la Horde, je l'ai rencontré à Buenos Aires, dans une pizzeria de Corrientes, l'avenue Corrientes, l'avenue des bouquinistes, que je lui avais laissé choisir, et qui était un régal, puisque je pense qu'ils détiennent le record mondial du nombre de couches de fromage sur la pizza. Merci, et clin d'œil à Elsa. Ah oui, et puis il avait traduit La liberté totale, c'est vrai. Moi, un passage qui m'a beaucoup touché, c'est celui de la rencontre avec Alberto Manguel à la Bibliothèque nationale de Buenos Aires, où il raconte sa jeunesse et les lectures qu'il faisait à Borges parce qu'il était aveugle, etc. Et donc ça m'amène à vous demander comment vous est venue l'idée de construire le livre, le fil du livre autour des ouvrages de Borges, justement. Eh bien, au moment où je me suis retrouvé face à cet assemblage, je le dis pour être poli, de textes qui allaient dans tous les sens, des sens vraiment très, très chaleureux, très colorés, mais je me suis dit qu'il fallait absolument trouver un itinéraire et un guide pour le lecteur français. Et j'ai demandé à l'auteur s'il avait un fil conducteur. Il m'a dit non, 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 surtout pas. Cet ordre a vraiment été longuement pensé et le livre est terriblement ouvragé. Et je lui ai dit parce que moi j'avais pensé peut-être à regrouper les articles selon les livres, selon les titres de Borges. Et là il m'a dit mais comme vous m'avez compris, Borges c'est le fil conducteur caché de toute mon œuvre. Et donc on a un peu présenter l'affaire comme ça en trouvant des thématiques dédiées sur les pères tutélaires, sur l'épreuve du temps, sur le futur des bibliothèques. Ok. Bon, du coup, je vous lance, on a fait un peu le tour. Je me dis, je vais peut-être vous lancer sur l'attaque d'Amazon, peut-être. Vous pourriez expliquer en quoi ce texte était cher à vos yeux, par exemple, quel sens ça a dans le marché du livre aujourd'hui de publier un livre comme celui-ci en ce moment. Est-ce que... C'est le livre que tout le monde attendait. Et en fait, tout le monde aurait pu sortir ce livre. Mais de notre part, il y avait un double attache et double accroche. Il y avait d'abord cet enjeu qui était de sortir de la fiction par le biais de la littérature pour aborder au rivage de la non-fiction. Et c'est la même chose qu'on a fait 2 mois plus tard avec le livre de Martin Page sur la pénétration. Et quand un éditeur de littérature s'attaque à la non-fiction, c'est comme s'il ouvrait très grand les fenêtres sur un nouvel horizon et qu'il aérait complètement son catalogue. Ça, c'est vraiment premier geste important. Quand on le fait avec des romanciers, tels que Martin Page ou Jorge Carrion, c'est encore plus agréable. Deuxième geste, c'est effectivement tendre la main et adresser un grand coup d'œil, un grand signe de salut aux libraires qu'on côtoie tous les jours en leur apportant des services de presse, en les associant à nos relectures de quatrième de couverture ou de maquette. Mais c'est aussi la manière de brandir vraiment ce que j'ai revendiqué être un manifeste et quelque part une carte de visite. Alors nous, ça nous permet de réaffirmer basiquement, concrètement et très symboliquement notre soutien aux libraires. Ça nous permet aussi de dire, on est là, si un jour vous avez envie de refonder les choses, de remettre les choses à plat, pensez aussi, ne le faites pas juste au sein de votre syndicat, même s'il est très dynamique et très pragmatique, pensez à appeler les éditeurs qui tiennent à vous et qui ne peuvent exister que par un lien durable et à peu près confortable entre les producteurs et les diffuseurs. Et puis, on nous a beaucoup reproché d'avoir laissé ce livre en commercialisation sur Amazon. Mais il y aurait eu beaucoup d'hypocrisie à dire, 90% de mon catalogue est vendu sur Amazon, mais celui-là, je vais me payer le luxe pour aller au bout de la logique et pour jouer les intransigeants et les purs aux mains propres de boycotter Amazon. En fait... un boycott d'Amazon ne serait logique et cohérent qu'à l'échelle d'un catalogue, et il ne serait efficace qu'à l'échelle de plusieurs grosses maisons d'édition coalisées. Et moi, ça m'a beaucoup amusé, c'était très fidèle à l'ironie douce amère des éditeurs atilesques, de pouvoir envahir la page Amazon du livre de commentaires hostiles et ironiques, et les amis éditeurs comme l'Ogre nous ont beaucoup aidé à le faire. Achetez partout ce livre, sauf ici. Et on s'est aperçu d'ailleurs de quelle manière Amazon gérait les commentaires. En fait, il n'examine les commentaires uniquement s'il y a le nom Amazon. Donc vous pouvez tout dire à condition de ne pas citer Amazon. Et puis, on a pu s'offrir le luxe de cette copie d'écran où Amazon prône et conseille le contre Amazon en le retitrant, même Amazon est contre Amazon.
Ça, c'est une idée de Clara Rizzitelli, notre fidèle apprenti terroriste. Et donc je défends aussi cette idée de cheval de Troie, de pouvoir par le petit bout de la lorgnette rappeler au commun des mortels et à l'acheteur le plus élémentaire et le plus pressé que son geste n'est pas anodin. Et je voudrais citer aussi l'autre proposition des amis éditeurs de 2024 qui ont proposé au sein du syndicat des éditeurs alternatifs de bande dessinée de glisser à l'intérieur de tous les livres de la rentrée littéraire un petit y compris ceux vendus sur Amazon, un petit papillon expliquant pourquoi il ne fallait pas acheter ces livres sur Amazon. Ah oui, et vous aviez vu passer d'ailleurs ce collectif d'éditeurs qui se sont rassemblés, qui ont retiré leur catalogue d'Amazon? Ouais, j'aurais préféré qu'il y ait le Seuil ou Gallimard dans la bande. Bah ouais. Ouais. Voilà, donc si on nous pose la question pourquoi restez-vous sur Amazon, en fait on estime que 10 à 15% des ventes des éditeurs de littérature sont représentées par Amazon, et je dois vous avouer que pour certains auteurs qui vivent de leurs ventes comme Gauze, 10 à 15% c'est quelque chose, et allez donc leur expliquer qu'ils vont demain se priver de 10 à 15% de leurs revenus. Sans doute c'est possible sur le long terme, mais ça ne se fera pas en un jour, comme beaucoup de choses dans l'édition, qui est un métier habitué au temps long et à la réflexion de long terme. Voilà, ce chiffre, plus on se tourne vers les ventes de fonds, plus ce chiffre est important. Plus on se tourne vers des livres remportant des suffrages médiatiques, plus ce chiffre est important. Mais je dirais, voilà, c'est d'abord des ventes de fonds, puis des ventes de non-fiction avec pas mal de pubs dans les médias. Voilà. Et puis, par exemple, au-delà de la pénétration de Martin Page, Amazon a vendu 1500 exemplaires sur 15 000 ventes au global, on est autour de 10%. En revanche, le Black Manu de Gauze, qui est d'abord un très très grand choix de libraire, est à 3% de ventes sur Amazon. Ça veut dire que c'est vraiment les libraires qui ont fait l'essentiel du boulot. C'était moins le cas sur Camarade Papa, qui avait bénéficié d'une unanimité médiatique, et on était au-dessus des 10%. Donc on ne se trompe pas d'amis, on ne se trompe pas d'ennemis, simplement on traite tout le monde comme il le mérite. Bon, pour terminer, je sais pas, j'aurais bien voulu vous demander, quand vous êtes allé à Buenos Aires, si vous aviez eu le temps d'aller voir la bibliothèque nationale, peut-être la librairie Eterna Cadencia, et peut-être ce que ça représente pour vous. Ouais, c'est sympa cette manière de boucler la boucle. Alors oui, j'ai vu les deux bibliothèques nationales de Buenos Aires, puisque comme Paris, ils peuvent se targuer d'en avoir eu deux au XXe siècle. L'ancienne, qui est au nord de San Telmo, le quartier dit français, elle est fermée au public aujourd'hui, mais j'ai longé les murs qu'a longé Borges. Et la nouvelle, c'est vraiment une architecture très moderne, ce qui n'est pas très étonnant pour Buenos Aires, qui doit dater à mon sens des années 70, qui est considéré comme un bâtiment institutionnel central, puisque c'est même là qu'on expose le corps de certaines grandes personnalités après leur mort. Donc c'est plus qu'un monument littéraire ou culturel, c'est un monument central, je dirais, de l'historiographie contemporaine argentine. Effectivement, elle n'est pas aussi moderne que la BNF à Paris, mais elle est tout en étage, tout en verre, tout en escalier dédaléen. Et il y a beaucoup d'expositions. Et Eterna Cadencia, c'est comme une maison. Alors là, c'est le must pour des amoureux des livres. Eterna Cadencia fait partie de ces librairies porteignes installées dans des vieux murs. Vraiment, on pourrait se croire dans les vieux quartiers londoniens, avec beaucoup de bois, beaucoup d'étagères, beaucoup d'escabeaux, un salon de thé où travaille notamment l'éminent traducteur argentin Georges Perec, des libraires dans tous les coins, des collections dans tous les coins. C'est foisonnant. On s'y perd, on a envie d'y passer du temps, on a envie d'y rencontrer des gens par hasard. Et vous vous rappelez d'un ouvrage que vous avez acheté là-bas ou vous êtes reparti les mains vides? J'ai acheté, pour être logique, les livres d'Eterna Cadencia, notamment les poèmes de Lamborghini. Voilà, c'était Benoît Viraud qui nous a raconté la naissance de ce livre de Jorge Carrión contre Amazon et les aventures qui l'ont entouré de sa découverte à sa conception. Il est vrai qu'à l'ère numérique, il est agréable de se rapprocher des choses essentielles et de soutenir les librairies qui se battent pour leur indépendance et leur diversité. C'était Louis Desflers, merci de nous avoir écoutés et nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles thématiques du livre dans les podcasts de la Horde.